Bonjour Lamia Essemlali, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la cofondatrice de l'antenne française de Sea Shepherd et co-directrice de l'association au niveau mondial. Une anecdote, tiens, pour commencer, parce que c'est le début de l'histoire, que vous a demandé le fondateur de Sea Shepherd, Paul Watson, la première fois que vous l'avez rencontré. C'est quoi la question qu'il vous a posée ? Alors c'est vrai que c'est une question qui interpelle beaucoup, hein. Quand on en parle, ça marque les esprits, mais c'est une question qui est somme toute assez banale au sein de Sea Shepherd. Il m'a demandé si j'étais prête à risquer ma vie pour sauver une baleine. D'accord, et vous avez répondu oui, évidemment, sinon vous ne seriez pas là. C'était en 2005. Quelle a été votre première mission cette année-là ? Alors, une première mission contre le braconnage dans l'archipel des Galapagos. Et j'ai enchaîné l'hiver suivant en séchant mes partiels à la fac pour ma première mission en Antarctique contre la chasse baleinière. Et on risque effectivement sa vie quand on se lance dans une mission, dans une opération comme celle-là. Parlons des premières que vous avez menées. Il y a des risques inhérents à nos actions parce que on s'oppose à des gens qui ont parfois pas de scrupules. En Antarctique, ça peut être particulièrement dangereux, hein. On est sur les mers les plus dangereuses du monde, à des milliers de kilomètres de toute possibilité de secours. Et donc, effectivement, on est passé quand même très très près de la catastrophe en Antarctique, hein, avec un navire-usine baleinier qui nous fonçait dessus avec une houle de 8 mètres en pleine tempête, etc. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit quand on s'engage sur une campagne de Sea Shepherd. Donc là, je parle de l'Antarctique, mais ça peut être le cas sur d'autres missions, pour pas être surpris. Voilà. Oui. Maintenant, en plus de 40 ans, on n'a jamais eu de mort, jamais eu de blessés graves. On prend des précautions, mais vu qu'on ne maîtrise pas ce que les gens vont faire en face, et qu'il y a quand même un climat d'impunité qui règne en mer, ça peut être dangereux. Ouais. Est-ce que, parce que finalement, il y a aussi cette adrénaline, mais le risque de cette adrénaline, c'est de finalement recruter des gens qui viennent pour ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils sont plus casse-cou que défenseurs de l'environnement. Est-ce que c'est un risque que vous intégrez ? Alors, moi, j'ai pas du tout le risque dans le sang. Je n'aime pas particulièrement faire des actions risquées. Je saute pas en parachute, ce genre de choses. Par contre, je suis passionnée, je suis, habitée par l'envie, le besoin, la nécessité de protéger l'océan. Et donc... Et protester, ça ne suffit pas. C'est important de le dire. Pourquoi ? Protester ne suffit pas parce que l'Antarctique, c'est un très bon exemple. C'est un sanctuaire baleinier international qui était violé chaque année par la flotte baleinière japonaise, avec des condamnations diplomatiques tous les ans. Mais ça ne changeait rien sur le terrain. C'est Victor Hugo qui disait « Vient un temps où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut l'action. » Donc, des pétitions, c'est bien. Alerter, c'est bien. D'ailleurs, on a un rôle de lanceur d'alerte. Oui, vous faites de la pédagogie aussi. On fait énormément de pédagogie, on fait énormément de conférences, on publie des livres, on fait des documentaires, on fait des interventions dans les écoles. Voilà. Mais quand on a affaire à des braconniers et à un sentiment d'impunité, un manque de contrôle en mer, ce qu'il faut, c'est l'action et être sur le terrain. Comment ça se prépare ? Je ne me rends pas compte. Combien d'opérations par an et comment elles sont préparées ? Ça a beaucoup évolué au cours des dernières années. Moi, quand j'ai rejoint Sea Shepherd il y a 16 ans maintenant, on avait un seul bateau. La campagne principale, c'était la campagne antarctique, qui siphonnait absolument tous les fonds, tous nos efforts. Aujourd'hui, on a une dizaine de bateaux. On fait à peu près 25 campagnes au niveau mondial. On fait aussi des missions en France, ce qui n'était pas le cas au tout début. Et donc, voilà, c'est une organisation assez énorme. Et malheureusement, même si nous, on a progressé en termes de moyens et d'action, on est toujours en deçà de ce qu'on aimerait pouvoir faire, parce que les moyens ne suivent pas par rapport à la dégradation de la situation. C'est-à-dire que vous êtes plus puissant qu'avant, mais il y a des dégradations plus importantes, si je vous comprends bien ? C'est-à-dire qu'en fait, on est encore obligé de renoncer à tout un tas de missions qu'on aimerait faire. On nous interpelle en plus de plus en plus parce qu'on est de plus en plus connus aussi. Donc, on a des lanceurs d'alerte un peu partout qui nous disent « Venez, on a besoin de Sea Shepherd à cet endroit-là ». Et malheureusement, on a des moyens qui sont... Alors, c'est la question que j'allais vous poser sur la préparation d'une mission. Est-ce que vous agissez forcément dans l'urgence ? On vous alerte sur un abus, sur une pêche illégale qui est en train de se passer ? Comment ça se passe ? Alors, la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on va choisir d'intervenir sur tel ou tel sujet ? En fait, le critère principal, c'est l'efficacité. Où est-ce qu'on va être efficace ? C'est l'urgence aussi, c'est l'importance. Donc, si c'est urgent, si on sait qu'on a les moyens d'être efficace, comment est-ce qu'on jauge cette efficacité ? C'est simple, c'est en nombre de vies sauvées, en protection de l'habitat marin. Voilà. C'est ça, en fait, qui va faire qu'on va choisir d'intervenir à tel ou tel endroit. Et c'est certainement pas la facilité, parce que parfois, vraiment, on pourrait choisir des missions beaucoup plus faciles. Mais
l'objectif, c'est de faire la différence le plus possible. L'un de vos bateaux, il vient d'être rebaptisé, c'est le Age of Union. Pourquoi? Ça va nous permettre de parler des donateurs aussi. Alors, Age of Union, effectivement, il s'appelait le Sam Simon. Oui. Sam Simon était le producteur des Simpsons, un des producteurs des Simpsons. Donc, c'est lui qui nous avait offert ce bateau. Le problème, en fait, c'est que les gens ne se rendent pas compte, c'est que ce qui coûte le plus cher, ce n'est pas l'achat des bateaux, c'est leur entretien, c'est le financement des campagnes. Et Age of Union nous aide financièrement, a décidé de nous aider financièrement à financer l'entretien de ce navire qui est un gouffre. Et donc voilà, c'est ce qui va nous permettre d'aider sur le financement des campagnes. C'est quoi Age of Union? Moi, je vous avoue que j'ai pas trop suivi. En fait, c'est une sorte de fondation qui finance plusieurs projets philanthropiques, écologiques ou humanitaires. Et donc, le principe, c'est quoi? C'est de récompenser le donateur en rebaptisant un bateau? C'est un peu ça l'idée de... Alors, récompenser, ça dépend parce qu'on a des bateaux qui n'ont pas un nom particulier. Et là, parce que ce sont surtout plein de petits donateurs qui vont donner. Age of Union a besoin aussi de communiquer sur ce qu'ils font. D'ailleurs, ils vont venir sur la campagne Dolphin Bycatch parce qu'ils s'intéressent énormément à cette problématique des captures de dauphins. Et donc voilà, c'est une sorte de remerciement. D'accord. Vous vivez que des dons? C'est une association indépendante, Sea Shepherd? On vit exclusivement des dons. Donc, des dons privés, donc monsieur et madame tout le monde. D'ailleurs, c'est surtout la multiplicité des petits dons. Parce que ça fait parler quand on a un gros donateur comme ça qui va... Mais en fait, notre force, elle repose sur monsieur et madame tout le monde qui va donner, je sais pas, 10, 15 ou 20 euros par mois. C'est surtout ça, en fait, notre force vive. Et c'est notre liberté de parole et d'action. Donc ça, c'est très, très important. On ne dépend pas du tout des subventions. Non pas qu'on ne considère pas que l'État ne devrait pas participer, on fait une mission finalement d'intérêt général, mais on se refuse de devenir dépendant des subventions publiques. On va parler de votre mobilisation, la protection des dauphins, vous l'avez évoqué, Dolphin Bycatch, il y a la mobilisation contre les éoliennes en mer aussi, mais je voudrais revenir rapidement sur votre engagement politique. Vous étiez présenté aux élections municipales dans le 14e arrondissement à Paris, pourquoi ? Oui, alors en fait, j'étais avec la REV, donc c'est la Révolution écologique pour le vivant, c'est un parti antispéciste, écologiste qui a été fondé par Aymeric Caron. Je me suis laissé convaincre, si vous voulez, d'utiliser cette fenêtre pour parler de la protection de l'océan et de la protection du vivant. Le fait est que, j'ai quasiment pas fait campagne, parce que j'étais en pleine mission, justement, Dolphin Bycatch, parce que je suis quand même quelqu'un... de terrain et que la politique ne m'habite pas de la même façon. J'entends ça. Ça veut dire que Sea Shepherd ne va pas soutenir un candidat, par exemple, à la présidentielle. C'est pas dans le rôle, dans les missions de l'association, ou est-ce que vous pourriez le faire ? Non, nous on ne soutient pas un parti ou un candidat. Pas du tout. En fait, nous, ce qu'on soutient, c'est surtout des idées, c'est des mesures à prendre. Et donc, on ne se laisse enfermer dans aucun parti. D'ailleurs, c'est moi, à titre personnel, qui m'étais engagée sur ce sujet-là. C'est pas Sea Shepherd. Mais finalement, ce que je défendais, c'était une ligne qui était dans la droite ligne de protection de l'environnement, mais en abordant aussi des questions économiques que je trouvais intéressantes, parce que justement, on clive souvent l'écologie, l'économie et le sociétal. Or, tout ça est imbriqué, et c'est pour ça que je trouvais la REV plus intéressante ou plus pertinente que le parti animaliste, par exemple, qui a un intérêt, mais qui, parce qu'il est autocentré sur la question animale, du coup, à mon sens, risque de ne pas pouvoir vraiment percer. Tout ça est imbriqué, on ne peut pas cloisonner les choses. Alors, on va parler de la protection des dauphins tout de suite. Cette campagne hivernale intitulée Dolphin Bycatch, c'est quoi l'objectif ? L'objectif, là, pour le coup, on est dans un rôle de lanceur d'alerte. Donc, nous sommes le pays qui a la plus grande façade littorale maritime d'Europe. Et nous avons la chance et la responsabilité d'avoir une population encore assez importante de dauphins, même si elle est très infime par rapport à ce qu'elle pouvait être auparavant. Les Français ignorent dans leur majorité que des milliers de dauphins sont tués chaque année sur les côtes françaises. On s'émeut à juste titre des massacres sanglants qu'on peut voir aux îles Féroé ou au Japon. En France, ils sont encore beaucoup plus nombreux à mourir dans des conditions atroces, puisqu'ils sont capturés dans les engins de pêche. Alors, ce n'est pas des captures ciblées. C'est-à-dire que les pêcheurs ne se disent pas
il y a quelques exceptions, mais la majorité ne cible pas les dauphins intentionnellement. Par contre, c'est ce qu'on appelle quoi, la surpêche? Alors, c'est ce qu'on appelle des captures accidentelles. Mais le terme d'accidentel ne convient pas. Pourquoi? Parce qu'on a un contexte qui fait qu'on sait qu'on va les capturer, ces dauphins. On sait qu'on va les capturer et qu'on va les capturer en très grand nombre. Donc nous, on a filmé quand même des pêcheurs qui mettent leurs filets au milieu des bancs de dauphins. Ce sont des filets qui ne sont pas sélectifs. Et donc, en fait, quand les dauphins se prennent dedans, on se dit, c'est capture accidentelle. La capture accidentelle n'est pas interdite. Les dauphins sont protégés, donc vous n'avez pas le droit de les capturer intentionnellement. Par contre, s'ils sont pris dans les filets par accident, c'est pas grave. Et donc ça, c'est vraiment problématique parce qu'aujourd'hui, on a atteint un taux de capture qui est tel que la survie de l'espèce n'est pas assurée. Et malgré les alertes des scientifiques, on a une ministre de la mer, lapsus, Annick Girardin, qui nous dit qu'en fait, on a besoin de plus de données. Donc on essaye de gagner du temps et ce temps-là, on ne l'a pas en fait. Les dauphins n'ont pas ce temps. D'ailleurs, vous aviez saisi le Conseil d'État sur l'urgence de ces captures accidentelles. Vous n'avez pas obtenu gain de cause, c'est ça? Alors, vous en êtes toutes. Ce qui est dingue, c'est qu'on a saisi le Conseil d'État pour obtenir les fermetures spatio-temporelles que demandent les scientifiques. Donc les scientifiques demandent à ce que certaines zones, sur certaines périodes clés, soient fermées aux engins de pêche dont on sait qu'ils capturent les dauphins. C'est impossible à obtenir. En fait, on n'arrive pas à obtenir ces fermetures. Pourquoi? Pour des raisons politiques, parce que le gouvernement, la ministre de la Mer, n'a pas envie de froisser les pêcheurs. On a un lobby quand même qui est très important en France au niveau de la pêche. La France est un des pays en Europe qui freine des quatre fers le plus dès qu'il s'agit d'obtenir une réglementation plus poussée. Donc on n'a pas ces fermetures. Mais ce problème des dauphins, des captures de dauphins, en fait, c'est la face visible de l'iceberg. Si vous voulez, les dauphins ont un capital sympathie important. Quand il y a des dauphins morts sur les plages, ça choque l'opinion. Mais ce qui se passe en mer, en fait, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est-à-dire que... Et ça passe inaperçu. Parce que quoi, ils sont rejetés en mer, c'est ça? Alors déjà, sur les dauphins qui arrivent sur les plages, il faut savoir que c'est 20% des dauphins qui sont capturés, le reste coule au large. Mais surtout, en fait... les oiseaux marins, par exemple. On sait que 70% des oiseaux marins ont été exterminés par la pêche en 50 ans. Ça passe complètement inaperçu. Les requins, c'est pareil, mais parce que ça coule au fond de l'eau. En fait, le problème, c'est qu'on a une forme de pêche qui n'est pas du tout sélective. Si vous appliquez ce qu'on fait à l'océan à terre, ça choquerait l'opinion, ça serait scandaleux. C'est-à-dire, imaginez que vous mettiez des fils barbelés dans toute la forêt parce que vous voulez attraper une espèce et en fait, vous en attrapez. Mais est-ce qu'une pêche durable, éthique et rentable, c'est possible? Alors déjà, la pêche n'est pas rentable aujourd'hui. Si elle n'était pas sous perfusion de subventions publiques, ça ne serait pas possible. Pourquoi? Parce qu'on a des moyens de plus en plus démesurés pour aller pêcher de plus en plus loin, de plus en plus profond, des espèces de plus en plus, qu'on n'utilisait pas auparavant. Donc en fait, on revoit sans cesse notre curseur à la baisse parce que l'océan s'appauvrit. Il n'est déjà plus que l'ombre de lui-même. Donc en fait, ce système est de toute façon déjà pas viable en lui-même. Donc on soutient artificiellement la surexploitation de l'océan. Il faudrait arrêter tout simplement de consommer du poisson et les produits de la mer et arrêter de pêcher, donc. Bon, je ne pense pas que ce soit réaliste. Le fait est que, par contre, nous, on arrête de manger du poisson. On dit, en fait, si vous n'avez pas besoin du poisson, laissez-le dans l'océan parce que c'est le meilleur service que vous puissiez lui rendre. Aujourd'hui, la première menace qui pèse sur la survie de l'océan, c'est la pêche. Ce n'est pas le changement climatique, ce n'est pas la pollution plastique. Ce sont des vrais problèmes, je ne dis pas le contraire. Mais on parle très peu de la pêche qui est pourtant la première menace. Donc, aujourd'hui, la consommation de poissons a doublé en 50 ans. Que ce soit en France ou au niveau international. L'Union européenne est la zone qui importe le plus de poissons et plus de 50% de ces poissons sont importés des pays en voie de développement. Donc nous, on travaille beaucoup en Afrique de l'Ouest, justement, dans le golfe de Guinée, où la surpêche est un problème catastrophique, où on a des populations qui sont mises à genoux avec du poisson qui arrive sur les marchés européens et notamment sur le marché français. Et ça va donner aussi lieu à des problématiques plus tard, migratoires et sociétales explosives. Donc c'est pour ça que je dis aussi que tout ça est lié. Donc pour répondre à votre question, on est beaucoup trop nombreux pour manger du poisson, très clairement. Il n'y a pas suffisamment de poissons dans l'océan pour nourrir 7 milliards d'habitants. Par contre, il y a des gens qui en ont un besoin vital. Il y a assez de poissons dans l'océan pour répondre à ce besoin vital. Les populations humaines qui en ont besoin. Le problème, c'est l'écrasante majorité de gens qui n'ont absolument pas besoin de manger du poisson et qui mangent des sushis comme ils mangeraient des carottes, qui ne font pas du tout le lien. Voilà, c'est ça le problème. Alors, il nous reste du temps, mais je voudrais qu'on le prenne pour parler des éoliennes en mer. Vous avez publié un rapport sur l'impact des éoliennes en mer. Vous parlez d'une bombe à retardement écologique. Pourquoi ?
Alors parce que malheureusement, en France, encore une fois, on n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. C'est-à-dire que, comme je le disais, on a le plus grand littoral d'Europe, avec des Oui, mais zones... pour l'instant, on a très peu d'éoliennes. On est très loin de... Justement. Oui, on est très en retard. Des Néerlandais, des Néerlandais et des Britanniques. Mais alors, je vais vous dire un truc. En fait... En France, on a des zones de biodiversité sur notre littoral qui sont absolument exceptionnelles, avec des couloirs migratoires, donc d'oiseaux marins qui voyagent d'Europe du Nord vers l'Afrique, avec des zones de nidification, des zones de reproduction et de repos. On a plein de zones Natura 2000, etc. Et le problème, c'est que si vous voulez, l'Europe fixe les objectifs en termes d'éoliennes en fonction de la taille du littoral. Donc nous, on a le plus grand littoral, donc on nous fixe des objectifs qui sont colossaux. Je crois qu'on a plus de 7000 éoliennes. Mais on n'a même pas fait le travail qu'ont fait les pays d'Europe du Nord, qui ont pourtant moins de valeur ajoutée sur leurs écosystèmes. Ouais. Ils ont fait le travail d'inventaire préalable, c'est-à-dire de se dire le bon sens. Ouais. Où est-ce qu'on les met? Où est-ce qu'on a des zones? On décide collectivement. Où est-ce qu'on a des zones écologiques? On définit collectivement les zones où on peut éventuellement installer ces parcs éoliens. Voilà. Et quelles sont les zones où on a en fait des intérêts biologiques, de la biodiversité et des écosystèmes fragiles à préserver, qui doivent absolument être protégés de ces projets industriels, parce qu'on parle de champs d'éoliennes, etc. Bon, ce sont des usines d'aérogénérateurs absolument colossaux qui font des dégâts énormes et qui détruisent l'habitat naturel. Donc aujourd'hui en France, on n'a pas du tout fait ça. Et quand on dézoome et qu'on regarde les projets tels qu'ils ont été validés aujourd'hui, et quand on lit les rapports du CNPN, le Conseil national pour la protection de la nature, qui est rattaché au ministère de la Transition écologique, en fait, on tombe de sa chaise. Nous, au niveau de Sea Shepherd, c'est pas un sujet sur lequel on travaillait de manière historiquement. Hein. On a été interpellés sur ce sujet donc, par des pêcheurs, mais aussi par des badauds qui nous disaient mais là, on est face à un vrai problème et on ne vous entend pas dessus. Et est-ce que vous avez évalué justement l'impact, alors même si la démarche effectivement était différente et beaucoup plus vertueuse en Grande-Bretagne ou aux Pays-Bas, est-ce que vous avez évalué l'impact de ces parcs éoliens maritimes dans ces pays-là sur les oiseaux. Oui, c'est pas nous qui avons évalué, mais il y a déjà des études qui montrent que les oiseaux fuient ces zones. Donc on a ce qu'on appelle l'effet barrière. Parce qu'on parle beaucoup des pales qui tuent mécaniquement les oiseaux, mais en fait la première cause de mortalité, c'est la perte de l'habitat. De toute façon, de manière globale, la première cause de la disparition de la biodiversité, c'est la perte de l'habitat naturel. Le problème avec ces éoliennes, c'est qu'elles consomment, elles détruisent d'énormes quantités d'habitats naturels et des habitats naturels qui sont fondamentaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez avoir, si on va au bout des projets français, vous allez avoir des oiseaux et des mammifères marins, et je ne parle même pas des poissons sur lesquels, pour lesquels, en fait, ça va être un parcours du combattant. Leurs parcours migratoires vont être complètement minés par les éoliennes. Et en Europe du Nord, on voit déjà que les oiseaux évitent ces zones, et ce que ça a pour effet, c'est une disparition progressive des populations. Aujourd'hui, les gens l'ignorent, mais on a des dérogations de destruction d'espèces protégées qui sont accordées aux promoteurs éoliens sur des espèces qui sont en danger critique d'extinction et pour lesquelles on n'est pas en mesure d'assurer la pérennité de la population. C'est interdit. On ne peut pas obtenir de dérogation de destruction d'espèces protégées dans ces cas-là. Et au prétexte que les éoliennes luttent contre le changement climatique, on accorde aux promoteurs éoliens absolument tous les passe-droits. Vous dites aussi qu'on peut tuer avec du bruit. Oui. Parce qu'il faut le rappeler, le son se diffuse beaucoup plus vite dans l'eau que dans l'air, c'est ça ? Alors oui, effectivement, mais même au niveau aérien, on ne se rend pas compte, mais 160 décibels, ça vous fait exploser le tympan. 200 décibels, vous avez les poumons qui se liquéfient. Enfin, le bruit est une arme, c'est une arme. Et c'est vrai c'est pas forcément instinctif. Quand on ne connaît pas trop ces sujets, on ne s'en rend pas compte. Mais est-ce qu'il y a un risque aussi pour la faune marine ? Ah bien sûr, mais surtout pour la faune marine qui vit dans un environnement qui est très très lié au bruit, où le bruit effectivement se propage encore plus vite que dans l'air, et avec des populations, notamment la population de dauphins, on est très inquiet pour la population de dauphins résidents dans le golfe normand-breton. On a la plus grande population de dauphins résidents d'Europe. Elle va être complètement encerclée par 5 parcs éoliens. Est-ce que ce qu'on appelle les éoliennes flottantes
ça trouve grâce à vos yeux? Est-ce que c'est quand même moins impactant que les éoliennes qui sont le plus rapprochées des côtes? Alors, ça pose d'autres problèmes. Ouais. Et il y a quand même cet effet barrière. Le CNPN le mentionne dans son rapport où il tire la sonnette d'alarme. Il y a un gros projet justement d'usine éolienne entre l'île Groix et Belle-Île. Ouais. Et ça posera des problèmes quand même. J'entends tous vos arguments, mais comment on trouve la solution? Comment on invente un mix énergétique pour l'avenir si on se passe des éoliennes, si on se passe, j'en sais rien, du nucléaire? Enfin, vous voyez, qu'est-ce qu'on garde, quoi? Non, voilà. Mais je pense que c'est un débat qu'il faut avoir de façon déjà transparente. Que les gens aient tous les éléments. Parce qu'en l'occurrence, là, on parle beaucoup des problèmes liés au nucléaire, avec les déchets, les risques nucléaires. C'est un fait. Mais par contre, on a complètement sacralisé l'énergie éolienne en niant complètement les risques. Donc les gens n'ont pas les informations. Donc déjà, pour savoir quel moyen on choisit, il faut avoir toutes les informations. Ensuite, il y a un mot qu'on utilise quand même très très peu, voire qui est presque tabou, c'est la sobriété énergétique. Soit on garde le nucléaire, soit on s'en passe et on est obligé de développer les énergies renouvelables, éolien y compris. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, l'éolien n'est pas autonome, c'est-à-dire c'est une énergie intermittente qu'il va falloir compenser avec du gaz, avec du charbon. On voit bien qu'en Allemagne, où ils ont énormément d'avance sur nous avec les éoliennes, ils ont une électricité carbonée. Moi, je n'ai pas la solution miracle. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, il va falloir qu'on se pose la question aussi de notre surconsommation énergétique. Déjà, commençons peut-être par fermer tous les robinets pour justement avoir une estimation un peu raisonnable de nos besoins énergétiques. Parce que là, en fait, on est sur le... il n'y a pas de limite, en fait. Et je pense qu'il faut terminer là-dessus, parce que c'est vraiment important de le rappeler. Tout le monde ne le sait pas forcément. L'océan, c'est un puits de carbone. Premier puits de carbone avant les forêts, premier régulateur du climat, premier producteur d'oxygène. C'est le phytoplancton qui produit plus de la moitié de l'oxygène que nous respirons. Alors, quand on dit ça, qu'est-ce qu'on dit? C'est la vie marine qui fait tout ça. Donc, c'est du phytoplancton aux baleines, en passant par les oiseaux marins, les requins, les dauphins. Donc, ça, la vie marine est notre meilleur allié contre le changement climatique. On n'y arrivera pas sans elle. Et au prétexte de lutter contre le changement climatique, la France est en passe de sacrifier la vie marine sur son littoral, qui est encore une fois le plus grand littoral d'Europe. Donc nous avons une responsabilité absolument colossale. On devrait faire mieux que les autres et on fait moins bien. Mais c'est aussi parce que les Français n'ont pas les informations. Quand vous avez Barbara Pompili qui nous explique que la majorité des Français est en faveur des éoliennes, la vérité c'est que la majorité des Français n'a aucune idée de ce que sont réellement les éoliennes, de quels sont leurs impacts et ne peut pas juger du bénéfice-risque. Donc nous c'est ça qu'on veut en fait. Au niveau de Sea Shepherd, on n'est pas en train de dire alors plutôt le nucléaire, plutôt ceci, plutôt cela. Non, donnons les informations complètes aux gens et prenons cette décision qui nous engage tous au niveau national mais au niveau international. Merci beaucoup, merci Lamia Essemlali, bon vent à Sea Shepherd. On passe tout de suite à Smart Ideas, recyclage, BTP et bricolage au programme.